Bonjour à tous et à toutes, Nancy Odia, bienvenue sur Actu7. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Paul Makela, un politicien. Il va nous expliquer un petit peu son univers et d'où il vient. Nous venons de tenir avec lui une conférence de presse et nous allons développer de la suite ici ensemble avec lui. Il est président d'un jeune parti politique et il va nous en dire plus sur son parti et sur l'avenir de ce qu'il espère construire ici en Europe et en République démocratique du Congo. Monsieur Makela, comment allez-vous? Je vais très bien, madame, et je suis heureux d'être votre invité. Merci à vous. Alors, est-ce qu'en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter à nous, nous dire où vous êtes né, quelle est votre ethnie, où est-ce que vous avez grandi et quelles études est-ce que vous avez fait? Il est toujours difficile de parler de soi-même, dit-on. Je réponds au nom de Paul Makela. Et comme je suis congolais authentique, j'ai une série de noms. Paul Makela Bosanja Kukulu Monga Motomo Livange. Voilà. Je suis originaire de la province orientale, de la Chopo, du village de Basoko, collectivité Yanongo, chefferie de Lokutu, et mon village c'est Bafamba. Donc, je suis né à Kisangani. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Kisangani, chez les frères maristes, à l'Institut Champagnat, au Collège du Sacré-Cœur. J'ai terminé à l'IFC. J'ai commencé mes études universitaires là-bas. Je les ai terminées à Kinshasa, où j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique de gestion. J'ai une licence en psychologie du travail et un diplôme en marketing. D'accord, très bien. Et je suis venu continuer pour poursuivre mes études en Europe, où j'ai eu mon master en technologie de la gestion, à la science de la gestion de l'information. Donc, nouvelle technologie de l'information et de la communication. D'accord, très bien. Donc là, je pousse un petit peu pour essayer de mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à entrer dans le milieu politique? Premièrement, ce qui m'a poussé, j'ai commencé la politique en 98, quand le Congo était agressé. Le Congo était agressé, le Rwanda et l'Ouganda avaient envahi notre pays. Et j'ai commencé à militer à cette époque-là, à mener des actions pour réveiller le sens patriotique de nos frères, les Congolais. Et dans cette vague de travail patriotique, je me suis retrouvé en train de défendre mon pays. C'est ce que je suis monté plus loin, jusqu'à défendre la population territoriale occupée. J'ai été président du collectif des associations des territoires occupés, Kassoto, j'étais vice-président. Quand nous avons perdu M. Laurent Désiré Kabila comme président de la République, lié au MLC et l'armée rwandaise alliée au RCD et l'armée ougandaise alliée au MLC avaient combattu chez moi, à Kisangani, faisant des morts. J'étais touché dans ma chair parce que j'ai perdu des êtres chers. J'ai mené ces combats-là pour tout le martyr et surtout pour le mien qui était tombé sous les balles de deux armées étrangères qui sont battues dans un pays souverain. Et alors, c'est là que j'ai pris de l'élan. Je suis devenu vice-président du collectif des associations de la société civile des territoires occupés. J'ai animé plusieurs conférences. J'ai été élu président de la société civile de la jeunesse congolaise, SOCIGEC, quand le président Kabila venait de remplacer et de succéder à son père. Et dans mon élan de militantisme, alors que j'étais en France, je n'étais même pas au pays, j'ai été nommé secrétaire général adjoint de la commission préparatoire du dialogue intercongolais. J'ai représenté la jeunesse parce que j'étais président de la société civile de la jeunesse. J'ai représenté la jeunesse et la province orientale dans les préparatifs du dialogue parce qu'il fallait prendre en compte les désidérata, les attentes des uns et des autres. D'accord. Alors on va y revenir un petit peu, mais ce qui veut dire que donc toutes ces années passant, on arrive là en 2016, vous vous présentez? Je me présentais comme qui? Président de la République? Potentiel? Non, vous savez que si on crée un parti politique, oui,
c'est pour conquérir le pouvoir. Ouais. Nous sommes dans la conquête du pouvoir. Émergence est née en 2015. Ouais. Nous avons créé Émergence comme parti politique en 2015. Mais avant Émergence, en 2011, à Bruxelles, nous avons monté une plateforme de partis politiques que nous avions appelé UPCA en 2005 plutôt, en Belgique. Oui. Nous avions monté l'UPCA, j'étais président de l'UPCA, l'Union des partis congolais pour l'alternance. En 2005, nous avons mené le combat pour le non au référendum, que cette constitution qui est contestée aujourd'hui ne soit pas acceptée par notre peuple parce qu'il reprenait des ambiguïtés telles que celles que j'ai relevées lors de la conférence. Nous avons mené une campagne contre Kabila en tant que candidat président de la République. Ça, c'était 2005-2006. D'accord. On a mené plusieurs forums. J'ai monté le mouvement patriotique et solidaire à l'époque, qui est un mouvement de sensibilisation aussi. Excusez-moi. Donc, comme vous dites que c'est en Europe que ça s'est créé, je dois vous considérer comme un militant de la diaspora? J'ai quitté la RDC depuis 2004. Oui. J'étais forcé de quitter mon pays pour des problèmes sécuritaires. J'ai eu des problèmes sécuritaires en RDC qui ont fait que je puisse quitter. Et depuis 2004, je vis en dehors de mon pays. À ce titre-là, je suis un militant de la diaspora. Je suis un Congolais vivant à l'étranger et qui a l'ambition maintenant de ramener son expertise, ses expériences et les mettre à profit de son pays. Et quelle catégorie de personnes, donc quelle catégorie la diaspora représentez-vous? On pourrait citer plusieurs catégories. Et Monsieur Paul Makela, lui représente quelle partie de la catégorie? Je suis plutôt de la catégorie de ceux-là qui ont eu, je peux dire, un peu plus de chance que d'autres. La chance de profiter de la qualité de l'éducation qu'il y a dans cette société, la chance d'avoir un métier, d'avoir une qualification et la chance aussi de faire des expériences parce que je suis consultant en architecture de solutions et en technologie de l'information et de la communication. Oui. Ça fait 10 ans que j'exerce ce métier, 12 ans que j'exerce ce métier ici en Europe. J'ai travaillé pour l'Union européenne, BNP Paribas, Fortis, le gouvernement belge, voilà. Toutes ces expériences-là, pendant 12 ans que je preste pour ces organisations, je crois que je suis du côté de ces Congolais de l'étranger qui ont eu beaucoup de chance et qui ont pu se construire un profil qui aujourd'hui nécessite d'être ramené au pays. Autant que d'autres peuvent se vanter qu'ils ont travaillé pour le FMI et tout ça. Nous, on a travaillé pour l'Union. Bureaucrate, etc. Profil de bureaucrate, je ne dirais pas parce que je suis un homme de terrain. Je vous ai expliqué mes débuts, parce que dans mes débuts, je suis un homme de terrain. J'ai mené des mouvements de masse. Je sais ce que c'est mobiliser sur le terrain. Je sais ce que c'est aller à Maluku. Je sais ce que c'est aller à Maloueka. Je sais où se trouve le Congolais et je viens moi-même de ces Congos profonds. Je ne viens pas du Congo des privilégiés. Je ne suis que ce que la nature et Dieu m'a donné d'être et j'essaye d'apporter cela et dire aux Congolais que avec la volonté, la détermination et des bonnes capacités, on peut arriver à faire bouger les choses. D'accord. Alors, Monsieur Makela, moi je suis une petite joueuse et j'aimerais vous demander si je peux vous faire une petite devinette. Je verrai peut-être. Ah, on verra bien. Alors, vous êtes d'accord? D'accord, très bien. Alors, mon premier est un parti au Congo. Tout le monde le connaît, car il est toujours actif. Mon second détient une bonne partie de la majorité au siège du Parlement, en RDC. Et mon tout est à la tête, c'est un président de la République. Vous parlez du PPRD. Je parle du PPRD. Et je parle du PPRD parce que j'ai appris que vous en étiez l'un des cofondateurs. Exactement, madame. Vous avez fait des recherches très poussées. Oui. Je suis l'un des membres cofondateurs du PPRD, signature de la charte de sa création. Vous savez, quand Joseph Kabila accède au pouvoir en 2011, il n'avait pas de machine politique. Il n'avait même pas d'organisation politique avec lui. Mouzé n'a pas laissé un parti politique. Il n'y avait pas de machine politique. Et alors, en allant au dialogue, nous sommes allés au dialogue intercongolais en tant que composante gouvernement.
ceux qui étaient en face de nous étaient là en tant que de mouvements politiques structurés. C'est là qu'est née la décision de dire que non, nous devons nous organiser en tant que mouvement politique. J'ai été membre, je suis parmi les signataires de l'acte constitutif du PPRD. Malheureusement, j'ai remarqué que dans mon pays, les esprits brillants, les personnes qui ont des idées novatrices, les personnes qui veulent que les choses changent et avancent dans le sens de l'intérêt du peuple, ces personnes-là sont souvent contestées. J'ai été contesté, j'ai connu une guerre intérieure. On m'a créé des problèmes sécuritaires qui ont fait que je parte de mon pays. Donc après, j'ai constaté que ces PPRD pour lesquels j'ai signé la charte, je ne savais pas d'où ça venait, je ne sais pas les tenants et les aboutissants, et ces partis n'est pas à mesure de traduire en acte le programme, les objectifs qui lui étaient assignés lors de sa constitution. Ces partis n'ont pas un programme de société clair, ils n'ont pas un projet de société clair. Donc je pense que c'est un parti qui n'est pas à mesure de diriger mon pays. C'est le président Kabila qui a créé le PPRD après qu'il soit arrivé au pouvoir. Ici, nous parlons d'un contexte où un leader politique que je suis est en train de construire un mouvement qui va transformer en une machine politique réelle, et ce mouvement va le porter au pouvoir jusqu'à des instances plus supérieures. Très bien. Alors que ce soit votre parti ou d'autres, en politique en ce moment, on entend beaucoup parler du dialogue. Est-ce que vous êtes pour le dialogue? Est-ce que vous allez y aller? Tout en sachant que nous sommes en 2016, donc le compte à rebours a été lancé, donc on se demande, est-ce qu'il va vraiment avoir lieu ou est-ce que c'est une supercherie? Voilà, j'allais dire depuis que l'on crée un parti politique pour accéder au pouvoir. Et quelqu'un m'a demandé pourquoi est-ce que vous le faites maintenant? Nous l'avons créé en 2015. Pourquoi nous l'avons créé en 2015? Parce que nous pensons que nous avons un projet de société qui doit répondre aux aspirations du peuple. Quelles sont les aspirations du peuple? Le peuple congolais aspire au bien-être. Pendant 10 années de législature, l'opposition institutionnelle et la majorité, personne ne s'est préoccupé du sort du peuple congolais. Il n'y a eu aucune motion parlant de la vie de citoyens, parlant de leurs droits, de l'accès aux soins de santé, à l'alimentation, et parlant même de la majoration du SMIC. Vous savez que le salaire minimum au Congo, il n'existait pas ou il est dégradant. Alors, pendant 10 ans, les personnes qui se sont succédées, qui sont rémunérées sérieusement, les députés ont plus de 10 000 $ d'émoluments. Ils sont supposés être le mandataire du peuple et ils n'ont pas pris soin de défendre les intérêts de son peuple, de ces peuples, une seule fois. La seule fois où ils ont envoyé le peuple dans la rue, c'est quand ils sentaient que les barrières étaient mises sur leur chemin pour accéder au pouvoir. Donc, c'est des messieurs et des dames qui ne se servent du peuple que pour accéder au pouvoir, mais non pas pour servir ce peuple. Alors, nous l'avons dit, nous devons changer la façon de faire de la politique. Nous avons des objectifs nobles où nous allons mettre le Congolais au centre de l'action politique, créer des richesses, travailler pour créer une classe moyenne au Congo afin que monsieur et madame qui a du travail, déjà il faut créer de l'emploi, mais ceux qui ont de l'emploi, qu'ils vivent de leur emploi et qu'ils soient heureux. Alors, ces projets de société-là, ces programmes-là, je ne vois aucun parti politique au Congo qui peut le porter parce que ce n'est pas question d'un parti qui a du papier, mais je ne vois aucun leader politique qui peut le porter. Et je me suis dit, avec d'autres, que nous devons porter ces combats, mener ces combats seuls. C'est pourquoi nous avons créé Émergence en 2015. Mais là, vous êtes sûr qu'on va y aller? Pourquoi nous l'avons créé en 2015? Nous l'avons créé en 2015 parce qu'il y avait les échéances électorales de 2015. Nous avions un groupe d'individus, des candidats qui font partie de notre base, à Kisangani, à Matadi et autres, qui voulaient aller aux élections pour défendre, dont moi-même, j'étais candidat aux élections provinciales, pour arriver à gagner des mandats, à gagner des sièges et commencer à mettre en œuvre notre modèle politique. Oui, d'accord. Nous avons essayé de négocier avec certains partis pour que nous puissions présenter nos candidats via ces partis-là, et nous n'avons pas eu gain de cause parce que, bon, le président du parti dit, vous venez dans mon parti, mais vous faites comme moi j'ai dit, vous n'apportez rien du tout. D'accord, mais monsieur Makela, nous avons une vision politique. C'est ainsi que nous avons décidé de monter Émergence.
D'accord, Monsieur Makela. Mais comme il l'est dit, comme on l'entend, la fin du mandat. Vous savez qu'en 2015, il n'y a pas eu d'élection, ça vous le savez. Moi, j'étais candidat, je suis toujours candidat numéro 400 pour la députation à Kisangani. La CENI ne m'a jamais notifié pour me dire que monsieur, vous étiez candidat, mais bon, il n'y a pas eu d'élection. Ils ne m'ont pas dit qu'il n'y a pas eu d'élection. D'accord, vous êtes pas mal de partis à attendre voilà, qu'on vous rembourse ou alors qu'on vous dise ce qu'il en est. Oui, on doit nous rembourser parce que c'est 1 euro qu'on vient. D'accord. Surtout la considération qu'on doit avoir. D'accord, très bien. Et moi, je vous demande si vous pensez que ce dialogue va avoir lieu. C'est-à-dire que voilà, tout le monde l'attend. Nous sommes en 2016. Voilà, savoir s'il va avoir lieu ou est-ce que c'est une supercherie. Savoir d'abord si moi j'y crois ou je n'y crois pas. Oui. Si je veux. Émergence est pour la tenue du dialogue. Je l'ai expliqué dans la salle. Aujourd'hui, nous avons une bipolarité de la vie politique. Je ne suis pas pour la politique qui divise mon peuple. Je ne suis pas pour la politique qui bicéphalise la nation. Je suis pour une politique qui amène le Congolais dans leur diversité, dans une action commune pour transformer le pays et apporter au peuple le bien-être. Le dialogue, aujourd'hui, en 2016, avec la note technique de la CENI qui parle du nettoyage, de la révision du fichier électoral qui va commencer et qui va se terminer que plus tôt avril 2017, remet en question le calendrier électoral. Déjà, le calendrier électoral avait sauté en éclat en 2015 avec la non-tenue des élections provinciales. Donc, vous êtes un peu contre la CENI. Je dis que cette CENI, je crois que cette CENI est en mesure de défendre impartialement les intérêts de tous les Congolais qui sont candidats. Et je pense que ce bureau-là, qui est composé des partis politiques institutionnels de l'opposition et de la majorité, n'est pas le bureau de la CENI qui convient pour garantir l'équilibre, la justice et l'équité. Donc cette CENI, elle est à revoir de fond en comble. Et ça, c'est la première chose. Le calendrier électoral n'a pas été respecté. Nous n'avons plus de calendrier électoral. Et aujourd'hui, la CENI nous pose un problème. Il nous met devant un fait accompli. Il va commencer sa révision de fichier électoral. Le gouvernement a accepté de financer cela. Ça sera financé jusqu'en 2016, 2017. Donc, au mois d'octobre, en 2016, il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection présidentielle, il n'y aura pas d'élection législative. Il y a de ceux qui dénoncent que voilà, il y a dépassement des délais constitutionnels. Nous avions demandé que les élections se tiennent dans le délai constitutionnel, mais la CENI vient de s'inscrire en faux. La CENI défie le Congolais pour dire que les élections ne se tiendront pas dans le délai constitutionnel. Il y a de ceux qui disent que voilà, il faut qu'il y ait une insurrection pour que le peuple congolais se prenne en charge et qu'il applique l'article 64 pour bouter dehors, pour se mettre sur la route de tous ceux-là qui veulent exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Mais le même article 64 dit que tout celui qui veut renverser les institutions constitutionnelles sera puni selon la loi. Très bien. L'article 64 donne le pouvoir aussi bien à Kabila qu'au peuple, sachant que Kabila, l'article 70 de la Constitution, dit qu'il reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc, tant qu'il n'y a pas de président élu, Kabila reste un président constitutionnel. D'accord, mais monsieur Makela... La chose, c'est quoi? La chose, c'est qu'en 2016, à la fin de l'année, à la fin du mandat de Kabila, son mandat officiel, nous aurons un parlement qui sera illégitime, nous aurons un président qui sera illégitime, constitutionnel mais illégitime. Un parlement illégitime mais constitutionnel. Alors, pourquoi est-ce que nous, politiques, nous accepterons de nous faire diriger par des hommes qui sont dépourvus de toute légitimité? Parce qu'ils n'ont pas de légitimité, ils ont perdu toute légitimité. Comment trouver une solution pacifique à cela? Mais vous ne trouvez pas que ce sera dramatique? Si aujourd'hui, les gens vont dans la rue, ils vont tirer sur les gens, voilà, oui. Parce que la police tire. Oui. Ils vont tirer sur les gens, il y aura des morts. Ça sera constitutionnel parce que l'article 64 dit que tout celui qui va essayer de renverser les institutions constitutionnelles devra être puni selon la loi. Donc, ils vont tuer au nom de la Constitution et la population voudra chasser Kabila au nom de la Constitution. Donc, il y aura la débandade. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Ça risque d'être très dramatique. Très dramatique. Alors, en tant que responsable politique, nous ne voulons pas en arriver là. Nous disons que le dialogue est le meilleur moyen pour nous d'aller discuter de tout cela. Le dialogue, selon Kabila, non. Parce que la feuille de route qu'il a donnée, le chronogramme qu'il a donné pour le dialogue, cet ordre du jour-là,
c'est des matières techniques qui relèvent Mais de la... si vous refusez le dialogue selon le président qui est en place, comment est-ce que vous allez faire? Parce que l'accord cadre d'Addis Abeba a inscrit le dialogue à l'ordre du jour. L'accord cadre d'Addis Abeba n'a pas inscrit le dialogue pour un parti politique quelconque, mais il a dit, comme le gouvernement et le M23 avaient signé l'accord de paix, à la suite de cet accord, pour régler les autres problèmes politiques qu'il y a, il est demandé que sous l'égide des Nations Unies, qu'un dialogue politique soit convoqué pour réunir tous les acteurs. Comme dans tout problème ou dans toute guerre, il le faut. Il faut dialoguer, il faut trouver des solutions pacifiques, mais simplement dans les contextes du Congo, le président Kabila ne peut pas donner l'ordre du jour du dialogue, il ne veut pas le convoquer. C'est la communauté internationale qui doit convoquer ces dialogues-là. Aussi, nous, opposition, nous avons besoin d'avoir un moyen qui nous garantisse la mise en œuvre des résolutions. D'accord. Et est-ce que vous la contactez, cette communauté? Ce que je veux dire, on n'a pas de date, on est en 2016. Quand est-ce que ça va se passer? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le compte à rebours est lancé. Déjà, le décret du président Kabila convoquant le dialogue est devenu obsolète parce qu'il a dit que dans les 10 jours qui suivaient, le bureau du comité préparatoire sera mis en place. Le bureau n'a pas été mis en place, donc le décret est obsolète aujourd'hui. Il n'y a aujourd'hui aucun texte juridique qui convoque le dialogue. Donc, il faut qu'il y ait un nouvel instrument juridique qui puisse convoquer ce dialogue. La communauté internationale est contactée. Il y a des partis qui ont contacté la communauté internationale. Nous avons également adressé un mémorandum au secrétaire général des Nations Unies à ce sujet. Nous attendons. Le président Kabila a également contacté le secrétaire général des Nations Unies. Nous attendons que Ban Ki-moon désigne un facilitateur pour le dialogue en RDC. Que le dialogue soit convoqué. Encore une fois, les Nations Unies, donc tout est entre les mains des Nations Unies, du moins pour le dialogue. Pour le dialogue, aujourd'hui, le Congo ne veut pas se départir des Nations Unies parce que la MONUSCO est là, la plus grande mission onusienne qui puisse mobiliser autant de ressources et autant de personnes. Cette MONUSCO est au Congo. Et les Nations Unies, la communauté internationale dans son ensemble contribue à 40% du budget de l'État congolais. Aujourd'hui, il est utopique, comme l'a dit le président Kabila, que la solution ne vienne pas ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça ne peut pas se dire déjà par respect, parce que nous devons respecter nos partenaires et nous croyons que le Congo a besoin de tous ses partenaires. Je crois que ce genre de maladresse au sommet de l'État c'est à éviter. Et très bien. Alors, pour clôturer, je vais vous poser une question donc, qui ne tient, je dirais, presque qu'à moi. Donc, en France, la plupart des hommes politiques font l'ENA. Donc, l'ENA est l'École nationale de la haute fonction publique qui forme les futurs hauts fonctionnaires de l'État. Et on les appelle les énarques. On en a pas mal. On en a qui sont devenus présidents de la République, d'ailleurs, en France, 3 si je peux citer, et beaucoup sont ministres ou préfets. Et donc, ils jouent un rôle important dans la vie des Français. Vous n'avez pas fait l'ENA? Parce que je ne suis pas français. Alors, Monsieur Makela, pour terminer, quel message d'espoir est-ce que vous pouvez donner à la diaspora et aux Congolais qui s'attendent peut-être à vivre des jours, des mois pas faciles arriver? Quel message d'espoir est-ce que vous pouvez leur donner? Le message d'espoir, c'est que Émergence apporte un vent nouveau, une nouvelle manière de faire de la politique. Faire de la politique pour l'intérêt du peuple. Mais cela passe par l'éclosion d'une nouvelle élite, des nouveaux hommes, d'une nouvelle classe et surtout d'une classe moyenne en RDC. Nous ne ferons pas la politique des années 60. Les années 60, c'est la politique où tout est cadeau, tout est donné, c'est des rêves. Nous ferons de la politique participative où nous pensons que chaque Congolais pourra participer, apporter sa pierre de contribution à l'édifice pour que notre nation puisse se relever. La deuxième chose la plus importante, c'est que par rapport à la diaspora, nous voulons que la diaspora devienne un acteur, que la diaspora ne soit pas à la traînée. Et pour que la diaspora ne soit pas à la traînée, la diaspora doit s'affirmer en tant qu'entité portant une vision, portant une valeur, tenant le flambeau d'un mouvement qui va se crédibiliser. Je crois que mes compatriotes qui sont dans la diaspora, avec toutes les expériences, toutes les valeurs qu'ils incarnent, je crois qu'ils sont en mesure de faire avancer le pays. Mais pourquoi ils ne le font pas?
parce qu'ils ne participent pas, ils ne se retrouvent pas. Ils n'ont pas la capacité de changer des lignes politiques tracées par des partis dont ils ne sont pas, qui n'est pas de leur émanation. Alors, nous disons qu'Émergence, c'est un parti qui se veut être également l'émanation de la diaspora, qui ouvre le porte à la diaspora, afin que la diaspora vienne, que nous puissions construire ensemble ces projets. Que ce ne soit pas le projet des partis qui existent déjà et qui disent que vous venez, vous adhérez à ce que nous avons déjà fait ou pas. Nous nous disons, venez, construisons ensemble et qu'ensemble nous constituions une force pour que demain, nous n'allions pas quémander le pouvoir, que nous n'allions pas quémander le poste auprès de ceux-là qui se sont battus avec leur base, ils ont milité, ils ont constitué leur base à leur manière et nous allons demander des postes, c'est trop facile. C'est normal qu'ils nous fassent marcher. Je veux que notre diaspora, qu'elle soit forte. Je veux que nous ayons une diaspora influente. Je veux que cette diaspora puisse transformer l'avenir du Congo. Je veux que l'expertise de la diaspora soit mise au service de mon peuple. Je veux que la diaspora cesse de se plaindre. Je veux que la diaspora s'assume. Bref, je veux que la diaspora existe et qu'elle émerge. D'accord, très bien. Monsieur Makela, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de nous donner cette interview sur Actu7. C'est moi qui on vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir et j'ose espérer qu'on se retrouve après le dialogue. Après le dialogue ou avant le dialogue, je suis disponible. Très bien. Parce que le dialogue, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu. D'accord, très bien. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Donc voilà, chers internautes, donc vous avez pu découvrir entre deux avec moi Monsieur Paul Makela, donc un homme d'avenir, je suppose, et j'espère que avec le peu de temps qu'on a eu avec lui, vous avez pu un peu mieux le connaître, on a pu un peu mieux faire connaissance avec lui et nous l'attendons très prochainement pour voir l'évolution de son parti et l'évolution de sa vie politique. À très très bientôt sur Actu7 Nancy Odia.